Non, il n'y a pas eu de mensonge d'État. Il y a sûrement une maladresse de ma part sur la formule. Ok, je le concède publiquement. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, si vous me dites aujourd'hui, est-ce que tu aurais pu trouver une meilleure formule? Oui. Monsieur Moni, il y a eu mensonge d'État. On ne nous a pas dit que le président était victime d'un accident vasculaire cérébral. De ce que je sais, qui a inquiété la famille du président et qui a donné l'impression que vous étiez peut-être en train de vouloir fomenter un coup d'État. Merci de me poser la question parce que ça va me permettre de répondre dans les détails à ça. C'est de la falsification de l'histoire. Monsieur Ngoni, bonjour. On a souhaité vous accueillir sur la plateforme SW Decrypt afin de vous poser quelques questions. Depuis votre sortie de prison, vous avez un cheminement qui est très intéressant. On souhaitait rentrer un peu plus dans le détail, avoir à recueillir votre parole. Donc l'entretien va se passer en trois gros blocs assez distincts. Votre parcours, votre passage par le palais présidentiel. On va ensuite évoquer justement l'après-détention, ce que vous êtes en train d'initier et votre positionnement politique actuel. Donc si ça vous convient, on évoluera donc sur ces trois axes-là. Donc déjà bienvenue. Merci. Je vais commencer par vous demander de vous présenter et surtout de nous parler un peu de votre parcours, qu'on puisse comprendre un peu plus qui vous êtes. Eh bien, écoutez, merci encore une fois de me recevoir. Je m'appelle Ike Oswald Ngoni Aila Oyomi. J'ai 47 ans aujourd'hui. Je suis diplômé de l'école française d'attaché de presse, donc l'EFAP. Après, j'ai fait un deuxième master 2 en marketing et stratégie publicitaire à l'ISEG, à Lyon, parce que j'ai fait l'essentiel de ma scolarité entre Libreville et Lyon, mais une grande partie à Lyon. Au sortir de cela, j'ai passé un concours à l'ANPE, donc l'Agence nationale pour l'emploi, pendant 3 ans, donc de 2006 à 2009. J'ai été conseiller à l'emploi. En 2009, donc j'ai été embauché en tant que responsable de la communication à la mairie de Lyon 8e. J'y suis resté 1 an. Bon, j'ai fait beaucoup de choses en parallèle, hein. On pourra l'évoquer aussi, parce que j'ai un Mhm. parcours associatif qui est un peu parallèle à tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. En 2010, donc, j'ai choisi de rentrer à Libreville et donc j'ai postulé de manière spontanée pour intégrer la communication du groupe BGFI Bank. J'y étais d'abord en tant qu'attaché de presse et ensuite j'ai été jusqu'à responsable du marketing et communication du groupe, donc à la holding du groupe. J'ai terminé responsable communication à la filiale BGFI Bank Gabon avant de créer mon entreprise, donc une agence de communication qui s'appelait Aco Design Afrique. J'y suis resté pendant 3 ans. Et après, j'ai été happé, on va dire. Je dis ça comme ça. On pourra revenir sur les Mhm. conditions. Je pense que c'est aussi L'intérêt l'occasion. de cet entretien. Voilà. Et donc après, à partir de septembre 2017, j'ai été nommé conseiller spécial en charge de la communication, porte-parole de la présidence de la République pendant à peu près 2 ans et demi, donc jusqu'en novembre 2019 plus précisément. Et ensuite, l'histoire s'est accélérée dans des proportions imprévisibles. Mhm. Et donc, j'ai passé après 4 ans et demi à Gros Bouquet, donc la prison centrale de Libreville. J'ai bénéficié d'une remise gracieuse de peine le 3 avril 2024. Dans quelques jours, ça fera 1 an exactement que j'ai été libéré. Donc après une petite période de convalescence, j'ai décidé de reprendre la parole et d'intervenir dans le débat public. Donc, dans des modalités et dans les conditions que vous connaissez déjà. Donc c'est pendant les années BGFI que vous avez rencontré les Brice Lacruche Lianga, les Tony Ondomba, c'est bien cela?
Alors, j'étais moi déjà à BGFI, parce que je suis arrivé à BGFI en 2010. Ensuite, au moment où se mettait en place la holding du groupe BGFI, et donc à ce moment-là, un certain nombre de personnes ont été cooptées par le dirigeant de la holding du groupe BGFI Bank, M. Henri-Claude Oima, qui a donc recruté au poste de directeur financier, M. Brice Lacruche Alianga, qui est venu avec un certain nombre de collaborateurs, dont Tony Ondomba, Herman Zundu, voilà. Et quels ont été vos rapports avec Brice Lacruche Alianga et les autres? C'était une amitié, c'était un compagnonnage ou ça a été des collègues de travail? C'est en fait très simple, hein. Moi, je ne connaissais pas du tout Brice Lacruche. Je l'ai vu arriver dans le groupe BGFI Bank. J'y étais déjà. Il est arrivé en qualité de directeur financier. Donc, au départ, je n'avais pas de rapport particulier avec lui puisque je faisais partie d'une direction qui s'appelait Stratégie et Développement. Il n'était pas mon supérieur hiérarchique. Je collaborais avec les équipes, notamment sur les questions de présentation des résultats, sur l'événementiel, en fait, l'événementiel d'entreprise, où il y avait des chiffres à produire et donc le rapport annuel, des choses comme ça, hein, dans la vie d'une entreprise. Et il faisait partie des dirigeants, des directeurs, des membres du comité de direction. Moi, je n'étais pas membre du comité de direction. Et ce n'est qu'après qu'il a été, dans son parcours au sein de l'entreprise, il a été nommé secrétaire général du groupe. Et donc, en tant que secrétaire général du groupe, il avait une position plus centrale. Et donc, il était, j'ai envie de dire, la plaque tournante du groupe, hein, avec la direction générale. Et donc, on a collaboré comme ça. Donc, toutes ces autres personnes, on s'est d'abord rencontrés professionnellement pendant toutes ces années. Bon, ça a duré 2 ans en réalité, hein. Je suis parti en 2013, fin 2013, j'ai demandé une mise en disponibilité. Et donc, nos relations étaient d'abord professionnelles, essentiellement professionnelles. Je pense que après, il faudra peut-être que vous l'interrogiez un jour, mais sur les raisons qui l'ont poussé à vouloir m'associer. Ce n'est en fait qu'en 2015, ayant mon agence de communication, par un heureux hasard, on s'est retrouvés. Pour vous raconter un peu, ça fera un peu la petite anecdote. Les bureaux de mon agence étaient situés à côté de Air France. Donc au centre-ville. Au centre-ville. Et lui, il était à l'époque conseiller financier du ministre de la Défense. C'était juste à côté. Et qui était le ministre de la Défense à cette époque? C'était Ernest Poepiga. Ok. Donc, il était le conseiller financier du ministre de la Défense. Donc, on s'était perdu de vue entre le moment où moi je suis parti de BGFI et puis lui aussi il a eu quelques difficultés avec BGFI et après donc il a été conseiller financier. Et un jour, en sortant sur le balcon de l'agence parce que j'étais au téléphone, et bien je l'ai vu. Lui à sa fenêtre en train de fumer une cigarette. Et donc on s'est fait coucou et il m'a dit tiens, ça tombe bien, je cherchais à te voir. Et voilà comment est-ce que je descends, je vais le voir dans son bureau, donc au ministère de la Défense, et il me parle de cette association qu'il a montée avec un certain nombre de personnes proches de lui, que je ne connaissais pas forcément. Autour de ça, il me dit, voilà, moi j'aimerais que tu m'aides à travailler sur la communication de cette structure. Et tu m'aides à lui donner une visibilité parce qu'on a des choses à dire, j'ai envie de faire pas mal de choses. Et donc c'est comme ça que s'est enclenché pour moi l'aventure de la GEF. Donc c'était d'abord une relation professionnelle, c'est-à-dire que je suis venu apporter mon expertise en tant que communicant et donc j'ai travaillé sur ces problématiques-là, la communication autour de la structure et puis aussi le branding personnel du dirigeant qui était. Donc, voilà. Si on comprend bien, donc ça a été d'abord une relation professionnelle, ensuite, un peu par hasard, vous êtes mise à la disposition de Brice Lacruche Alianga et vous avez aidé à permettre que son message soit un peu mieux perçu par idéologie, on va dire. Pour être tout à fait honnête, hein, je l'ai découvert à ce moment-là, hein, en 2015, mais il faut dire les choses. Hein, si je n'étais pas d'accord avec ce qui se faisait, vous n'aurez pas fait. Faut être très clair avec ça. Une fois qu'on m'a présenté le projet, qu'on en a discuté, j'ai trouvé que le projet était intéressant parce que l'idée c'était quoi en réalité dès le départ? C'était n'attendons pas que l'État fasse pour nous ce que nous pouvons déjà faire pour notre pays. En gros, hein, pour vous résumer ça. Et donc, c'était une idée autour de laquelle on a beaucoup échangé avec Brice Lacruche, qui avait une vision très claire sur ça, en disant, bon, aujourd'hui, le PDG n'est plus une structure qui rassemble, n'est plus une structure dans laquelle les gens se reconnaissent. C'est devenu une gigantesque machine, un peu dépersonnalisée, une sorte de machine électorale. Et à côté de ça, il y a toute une frange de la population, de la jeunesse, qui a envie de dire des choses, de réaliser des choses,
pour leur pays, avec un attachement, avec un dynamisme. Et il faut arriver à proposer à ces jeunes-là des débouchés. Donc c'était ça un peu l'idée. Au cours de la campagne de 2016, parce que là aussi on a beaucoup discuté autour de ça, il y a quelque chose qui s'est passé pendant la campagne de 2016. Il y avait ce programme et ce projet sur l'égalité des chances. Et ça c'est quelque chose qui moi m'a tout de suite parlé. Et en se disant bon, finalement, est-ce qu'on peut pas être d'accord avec cette idée selon laquelle tout le monde peut avoir sa chance de faire quelque chose pour son pays, pour soi-même. C'est pour dire que oui, la relation était, j'ai apporté ma compétence spécifique, sectorielle. Je peux dire que oui, j'endosse le fait que j'étais d'accord avec l'idéologie qui était sous-tendue, qui était celle de faire participer toutes les couches de la population sans distinction de provenance ou d'âge. Voilà. Ok. À vous entendre, Monsieur Ngoni, on peut donc dire que la GEV, même si il y avait côté idéologique, mais c'était aussi un espèce de tremplin pour pouvoir à la fois se mettre en lumière. Bon, un tremplin pour qui? Pour vous, les membres, les gens de cette association. Et in fine, c'est ce que ça a été. Vu que de la GEV, vous avez trusté les places les plus importantes de la République. Alors, je pense que c'est un raccourci un peu rapide des choses. Non, ça n'est pas du tout comme ça. En tout cas, je vais vous parler pour moi. Hein. Après, encore une fois, je vais pas me faire le porte-voix ou le porte-parole de tout le monde, mais moi, je n'y suis pas allé avec cette ambition-là, une ambition de se positionner ou de viser quelque chose en termes de pouvoir ou de responsabilité. C'était pas du tout ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'étais là parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant à traiter d'un point de vue communication. Je pensais qu'il y avait des valeurs qui correspondaient un peu à ce que je voyais, c'est-à-dire que il y avait autour de la GEV toute une effervescence, des jeunes qui venaient de tous les quartiers et de toutes les provinces. Toutes ces personnes-là cohabitaient sans vraiment se poser la question de. Donc il y avait ce brassage-là. Et puis il y avait aussi des jeunes qui avaient quand même le début du commencement d'une expertise professionnelle et qui au service d'un idéal. Une fois qu'on a dit ça, vous passez tout de suite au résultat, mais je pense que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit l'histoire à partir de ce qu'on sait déjà. La réalité, c'est qu'au moment où la GEV se met en place, où moi je l'intègre, il n'est pas du tout question de chercher à avoir un poste, de chercher à avoir quelque chose comme ça. D'ailleurs, moi, je me suis engagé dans la création d'entreprise, donc j'avais envie de développer mon entreprise et je n'avais pas du tout d'ambition en termes de poste. Monsieur Ngoni, vous avez dit vous-même que la machine du PDG semble une machine qui était devenue un peu un rouleau compresseur qui était un peu impersonnel. Il fallait mettre en place des associations, enfin une association avec d'autres motivations. Ensuite, les membres de cette association ont promu la politique d'Ali Bongo. Ils ont fait sa campagne en toute honnêteté. Vous ne faisiez pas ça de manière désintéressée, sauf erreur de ma part. Vous souhaitiez atteindre certains objectifs. C'est ce que je vous ai expliqué dès le départ. Ça n'était pas simplement une recherche d'opportunité ou comme ça. Je vous ai dit dès le départ, il y avait cette jeunesse qui avait envie de faire des choses pour leur pays. C'est ça l'idée de départ. Et donc, la GEV était devenue une sorte de carrefour où on pouvait offrir des débouchés à ces personnes-là. En termes de petits projets, tout le monde parle de la GEV d'un point de vue politique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passait plein de choses au sein des quartiers, il se passait plein de choses en termes de petites entreprises qui ont été mises en place, il se passait plein de choses en termes d'associations qui s'engageaient dans la proximité, à côté de chez eux, pour essayer de régler un certain nombre de problèmes. Maintenant, oui, il y a eu un pourcentage peut-être le plus visible, c'était la mobilisation politique au moment de la campagne présidentielle, mais tous ceux qui connaissent et qui ont vu le déploiement de la GEV dans les quartiers, dans les provinces, la GEV faisait aussi beaucoup d'assistance aux personnes. Il n'y avait pas des moyens fabuleux, mais c'était des passerelles, c'était la journée citoyenne, financer des permis de conduire. Donc, il y avait des actions concrètes. Donc, il ne s'agissait pas que d'un rassemblement d'opportunistes, d'un conglomérat de jeunes avec les dents qui rayent le parquet. Non, c'était pas du tout ça. La manière dont vous avez justement mené cette campagne a dû plaire au président Ali Bongo. Comment se passe la nomination de Brice Akruch-Alianga au cabinet du président? Et ensuite, je suppose que c'est dans cette même dynamique que vous-même êtes nommé conseiller spécial porte-parole de la présidence. Comment ces événements se sont déroulés? De manière très simple. Hein. Après, je peux pas vous dire comment est arrivée la nomination. Oui, de là, mais vous-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que
un jour, il m'a appelé, c'était le 25 août 2017. Il m'appelle un matin et puis il me dit est-ce que tu pourrais passer chez moi dans l'après-midi, j'ai quelque chose à te dire. Je dis bon bah je vais voir parce que j'ai aussi un certain nombre de clients à voir. Je suis passé dans l'après-midi et c'est là où il m'a annoncé je vais être nommé directeur de cabinet président de la République ce soir lors du communiqué. Je viens de l'apprendre. Bah je lui ai dit bah félicitations, je suis content pour vous, très bien. D'autant plus que moi je devais aller en vacances le lendemain d'ailleurs avec ma famille. Il me dit non mais écoute tu as quand même grandement contribué à ce qui s'est passé aussi, donc ce serait bien que tu sois là, reste au moins jusqu'à l'annonce, voilà. Donc il y a eu l'annonce, je pense que c'était en soirée, comme souvent c'est assez tard, hein, vers 20h30, 21h, quelque chose comme ça. Et voilà comment est-ce que moi j'ai appris la nomination de Brice Lacruche en tant que directeur de cabinet. Le lundi, hein, donc parce que c'était un vendredi de mémoire, le lundi, donc il s'est présenté pour le poste et le dimanche soir, il m'a demandé de l'accompagner parce que il voulait pas arriver tout seul parce qu'il connaissait pas cet environnement-là. Donc c'est comme ça que je suis arrivé avec lui, parce que comme je ne sais pas conduire, tout le monde le sait, je ne sais pas conduire, donc j'étais assis à côté de lui. Donc voilà comment est-ce qu'on a franchi le portail de la présidence de la République. Et c'est comme ça que je l'ai accompagné juste sur les premiers jours avec une chose que je lui ai dit dès le départ, je dis bon, on est d'accord, moi je reste dans mon agence, ça ne m'intéresse pas, je vous aide juste à mettre en place votre cabinet pour vous aider, puisque mon bureau de mon agence était pas loin, à Air France, donc je pouvais faire la navette à pied. Et voilà comment est-ce que on a commencé un peu à mettre en place les choses. Et puis un jour, la veille, je crois le 12 septembre, il m'a appelé. Je vous raconte dans les détails l'anecdote. Hein. Bon, j'espère que je suis pas trop long. Non, vraiment, allez-y. Voilà comment est-ce que il m'a dit bah écoute demain viens au palais mais mets la cravate. Et je dis mais je mets tous les jours la cravate. Il dit mais il faut que tu sois là tôt. Je dis bah très bien, ok, je serai là tôt. J'arrive et bon il est arrivé une heure et demie après et puis il me dit bah suis-moi. Et donc bon pour ceux qui connaissent un peu la géographie des lieux du palais de la présidence de la République, le cabinet est dans une aile et puis pour aller vers l'espace présidentiel c'est dans une autre aile du même bâtiment. Donc le chemin une fois que vous arrivez là il y a une porte. Et vous savez déjà que quand vous franchissez cette porte, vous allez un peu dans le Saint des Saints. Donc, un peu avant d'arriver, je lui ai demandé, mais on va où là exactement? Et il m'a dit, non, mais suis-moi, tout va bien se passer, voilà. Et donc, on y allait. Et puis, bon, je vous passe les détails. Et c'est à ce moment-là, dans le bureau du président de la République, que j'ai su et compris que j'allais être porte-parole de la présidence, conseiller spécial chargé de la communication. C'était un honneur, un immense privilège. Mais c'était pas du tout prévu et c'était Donc, pas du tout. c'est comme ça que vous apprenez que vous allez être nommé conseiller spécial porte-parole de la présidence? On ne vous l'avait pas soufflé un peu à l'oreille un peu avant ou... Non, on avait travaillé, je vous avais dit, dans le cadre de l'organisation du cabinet qu'il mettait en place. Et donc, moi, j'avais fait quelques suggestions en disant que, bon, un peu avant, il y avait le porte-parole qui était à part et il y avait la communication qui était à part. Et j'ai dit non, pour plus d'efficacité, il faut remettre à la fois de la verticalité et en même temps de la transversalité. Celui qui porte la parole doit pouvoir avoir accès à un certain nombre de canaux et en même temps mettre en ordre de marche la communication présidentielle, sans quoi il sera un perroquet sans cerveau. C'est le risque, hein, et le risque de hiatus. On avait discuté de tout ça en disant, bah voilà, il y avait quelque chose comme ça qui était possible d'être fait. C'était ma recommandation en réalité. D'accord. Et c'était la toute première fois que vous voyez le président Ali Bongo ou après? C'était pas la toute première fois. Parce que je l'avais vu en novembre 2009, de mémoire. Comme je vous expliquais, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie d'un point de vue associatif. En mars 2009, j'ai été élu président du Conseil des Gabonais de France. À ce titre-là, quand le président Ali Bongo est arrivé en France, je faisais partie des personnes qui étaient alignées, vous savez, hein, pour dire bonjour au président de la République quand il arrive au Bourget. Donc c'est là où je l'ai vu pour la première fois. Et la deuxième fois, c'était dans son bureau à l'occasion de cette nomination. Ok. Mais je l'avais jamais vu avant. D'accord. Quelles ont été les attributions qui vous ont été données lorsque vous devenez conseiller spécial porte-parole de la présidence? Quelles sont les missions exactes qu'on vous donne? Je suppose en lien direct avec le directeur de cabinet. C'était votre patron direct, c'est cela? Alors au départ non, puisque l'organisation administrative à la présidence faisait en sorte que, en réalité, le département communication et les conseillers spéciaux étaient rattachés au secrétariat général de la présidence. Mais j'ai demandé
pour plus d'efficacité et aussi pour une habitude de proximité de travail, d'être attaché au directeur de cabinet. Donc il y a eu une modification qui a été faite dans l'organisation qui a permis cela. Du point de vue des missions, écoutez, il faut savoir une chose, c'est qu'on sortait d'une élection présidentielle en 2016 qui était quand même heurtée très profondément. Le pays était traversé de fractures très profondes. Repris en chœur par ses partisans, le nom de leur leader, Jean Ping, le seul vrai président élu du Gabon aux yeux de ses partisans, descendu par centaines sur la 4 voies près du siège de la commission électorale, 30 minutes à peine après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Un tir de grenade assourdissante pour le début d'une après-midi d'affrontement entre les manifestants et la police anti-émeute, faisant reculer les groupes d'opposants à coups de gaz lacrymogène. Sur la route, déjà les premières barricades en flammes d'une foule en colère. Mais le résultat était le résultat du candidat de l'opposition Jean Ping. Vous le connaissez, c'est Jean Ping. Pourquoi la population s'élève? C'est pour ça. Il y avait, on va dire, la présidence était devenue une sorte de citadelle assiégée, d'une certaine façon. Il y avait eu une vague, et bon, c'était un peu l'analyse qu'on m'avait demandé au départ, c'était d'analyser le contexte dans lequel on était. Et donc, à peu près un an après l'élection, ça avait du mal à retomber quand même. C'est-à-dire que il y avait quand même toujours un fort ressentiment, il y avait toujours ces fractures qui étaient très présentes. Et donc, moi, en tant que communicant d'abord, c'était remettre en avant une parole positive, une parole institutionnelle pour ramener la crédibilité de l'institution en tant que structure, et puis avoir une parole d'apaisement et de rassemblement. Donc c'est pour ça que moi j'étais pas du tout dans les attaques ad hominem. J'ai très peu pris la parole sur les questions politiciennes. J'ai essayé de rester très institutionnel pour essayer de refaire de la présidence de la République un lieu où on diffuse de l'information institutionnelle d'abord et ensuite faire la distinction claire entre la politique politicienne et le statut de garant des institutions et de la bonne marche du pays que représentait l'institution président de la République. Donc c'était un peu une communication de crise qui a été mise en place. Vous avez conçu la stratégie tout seul ou vous vous êtes fait aider de cabinets extérieurs et dans cet environnement-là, vous avez eu des difficultés particulières, des bâtons dans les roues. En toute honnêteté, je vais pas dire qu'il y avait pas de résistance. Il y en a toujours. Vous arrivez dans surtout un à ce niveau de responsabilité. Bien sûr. Et surtout sur une question comme la communication, vous savez, la communication a ça de merveilleux, c'est que tout le monde pense qu'il est capable d'en faire. À partir du moment où il sait lire, où il sait écrire, tout le monde pense qu'il peut devenir communicant. Et donc tout le monde a son avis en permanence. La chance que j'ai eue à cette époque, c'est que j'avais un supérieur hiérarchique, donc le directeur de cabinet, qui me faisait confiance sur ces questions-là, qui savait que que j'étais pas un fou furieux et que j'étais pas quelqu'un qui allait privilégier des options un peu borderline. Et donc, du coup, j'ai pu travailler là-dessus. Et puis, c'est toujours comme pour tout, quand vous arrivez dans une entreprise ou dans un milieu, vous devez faire vos preuves. Vous avez une pression dès le départ. Maintenant, vous parlez de communication de crise. J'ai envie de vous dire, à ce niveau de responsabilité, c'est la crise permanente. Quand vous êtes à la présidence de la République, tout est super important. Il n'y a que des urgences, il n'y a que des priorités. La simple distinction que vous pouvez faire, c'est entre les urgences de court terme, les urgences de moyen terme et les urgences de long terme. Mais tout est urgent, tout est prioritaire et tout est susceptible de générer une crise si c'est mal traité. D'un visuel ou d'une formule qui soit un peu... et puis voilà, ça reste à la postérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça le challenge de ce genre de poste, c'est que vous pouvez pas vous dire c'est pas petit travail tranquille. Non, tous les jours... vous remettez en jeu tout ce que vous avez fait et donc vous êtes amené à oublier tout ce que vous avez fait la veille pour refaire mieux en tenant compte du bruit autour. Donc j'ai dû mettre en place une stratégie. Moi j'ai fait le choix dès le départ de ne pas avoir d'agence de communication étrangère. Pourquoi? Parce que je considérais qu'après toutes ces années à former des jeunes, à former des Gabonais, à avoir des journalistes, à avoir des communicants, on avait la capacité d'avoir localement des compétences. Et donc j'ai fait avec des compétences locales. Il y avait aussi, je crois, une ou deux personnes, mais elles sont parties un peu après. Pourquoi? Parce que j'avais... je pensais, et je continue de penser, qu'il n'y a pas mieux qu'un Gabonais pour parler des problèmes des Gabonais. Voilà.
Mais je suppose que quand vous arrivez en fonction, la présidence avait des contrats avec certaines boîtes internationales. Vous y avez mis fin. Et lorsque vous avez été démarché par d'autres boîtes, vous n'avez pas donné suite. Voilà. J'ai pas signé avec de grandes agences, en tout cas pas quand je suis arrivé. Après, il y a quantité d'acteurs. Il y a quantité d'acteurs autour de la présidence de la République. Donc il y a des gens qui ont leurs petites habitudes, qui ont leurs petits ronds de serviette, on va dire. Ces personnes-là, bah, se rendent bien compte que petit à petit, bah, tu les appelles pas, et puis bah, que finalement tout ce qu'elles font, bah, vous pouvez le faire en local. Donc non. Maintenant, on a travaillé aussi avec sur certaines actions, sur l'événementiel, sur par exemple la création du site internet de la présidence, avec des petites startups gabonaises, avec des consultants gabonais, des jeunes la plupart du temps, qui ont géré ça et qui, pour un grand nombre d'entre eux, je pense même qu'ils sont encore là-bas. En 2018, le président Ali Bongo est victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, à Riyad, en Arabie Saoudite. Ali Bongo, filmé de profil, jamais de face. Ce sont les premières images du président du Gabon depuis son hospitalisation le 24 octobre en Arabie Saoudite. Ali Bongo est en convalescence au Maroc, où il a reçu la visite hier du roi Mohamed VI. La présidence gabonaise ne donne toujours pas de détails sur le mal dont il souffre. Seules des sources non officielles évoquent un accident vasculaire cérébral. Comment vous mettons au courant et que vous dit-on? Déjà, moi, je suis à Riyad avec le président lors de ce déplacement. Bon, il y avait eu un certain nombre de réunions et dont la dernière dont je me souviens, c'était une audience avec Macky Sall à l'intérieur de l'hôtel. Oui, le président sénégalais Macky Sall. Et en sortant de là, le président a été convié à prendre la parole lors d'un panel. Et vous savez, quand on va à ce niveau de responsabilité, vous avez ce qu'on appelle une jauge. Quand on dit P4 ou P5, c'est-à-dire c'est président plus 4 personnes, président plus 3 personnes, c'est un format. Dans ce format-là, je crois que c'était P3 à ce moment-là, donc c'est président plus 3 personnes. Donc en général, le ministre des Affaires étrangères, le conseiller diplomatique. Bon, en tout cas, le format n'était pas suffisamment large pour que j'y prenne part. Donc moi, je suis reparti à l'hôtel pour me changer et puis pour envoyer les éléments aux équipes de Libreville. Et il était prévu que je revienne un peu plus tard parce que le lendemain, on devait aller à N'Djamena, où était prévu au Tchad. Bon, je suis à peine arrivé à l'hôtel que une heure et demie après, on me rappelle en me disant qu'il faut revenir. Donc quand je reviens, je vais dans un endroit, je comprends pas trop pourquoi on m'appelle. Et puis bah finalement, on met dans un endroit et puis on me dit non mais finalement c'est pour vous dire que vous devez partir à N'Djamena ce soir plutôt que demain matin, le président vous rejoindra là-bas. Qui vous dit cela? Bah c'est le protocole qui nous oriente vers ça. Donc bah on suit, hein, vous savez, c'est une délégation, tout ça est très codifié, très organisé. Et donc j'ai pris l'avion avec la délégation qui devait partir en précurseur sur N'Djamena et le président devait nous rejoindre. Et donc moi je l'ai su en arrivant à N'Djamena. C'est le directeur de cabinet qui m'informe que bon bah voilà il y a ça. Et en fait les informations ne sont pas très claires dès le départ en disant bon voilà. On vous dit le président a eu un malaise. On dit non, c'est apparemment il est malade, on ne sait pas trop, on n'a pas trop d'informations. Bon, ok, on reste sur N'Djamena je pense quelques heures hein, de mémoire, hein, quelques heures. Et après retour sur Libreville. Et là, quand j'arrive à Libreville, je vais voir le directeur de cabinet qui lui aussi est à la recherche d'informations en réalité plus précises. Et voilà. Donc voilà comment on le sait. Et après, tout de suite, bah il y a la pression de la presse, les rumeurs, tout ça arrive. On n'a pas tellement plus d'informations que ça parce que vraiment l'information est très cloisonnée, très difficile. Vous savez, les médecins, notamment un médecin du président, bah, c'est tenu à une stricte confidentialité. Vous pouvez pas avoir accès, vous pouvez pas juste l'appeler en disant bon, qu'est-ce qui se passe, dis-moi tout. Ça marche pas comme ça. Tout ce que l'on sait, c'est que le président, contrairement à ce qui est dit, le président est en vie. C'est confirmé par plusieurs personnes au directeur de cabinet qui répercute l'information. Ça dure un jour. Le lendemain, quelques jours après, il y a le vote pour le deuxième tour des élections législatives. Donc, avant d'y aller, je dis au directeur de cabinet, il faut dire quelque chose. Et on peut pas juste ne rien dire, il faut dire quelque chose. Et donc, avec les informations dont je dispose à ce moment-là, quand je vais dans l'école publique dans laquelle je votais, hein, l'école publique d'Ozungue, dans le 5e arrondissement de Libreville. Donc, il y a des journalistes qui viennent et qui m'interrogent sur le président. Et c'est là où je dis, bah, il y a une fatigue légère. D'où
la formule, mais je confirme qu'il est en vie et tout ça. Après, on rentre au palais, donc puisque on votait un dimanche, donc le lundi, on revient, on refait une conférence de presse. Initialement, il était prévu d'aborder le sujet. Et puis, finalement, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire que, Il n'y a pas d'accord entre la famille et le cabinet ou pas d'accord entre qui? Moi, mon supérieur hiérarchique, c'est le directeur de cabinet. Il me dit, voilà, pour l'instant, on peut pas communiquer puisqu'on n'a pas d'informations qui soient validées par l'ensemble des personnes pouvant nous donner cette information, puisque le directeur de cabinet, lui, est à Libreville. Je suis à Libreville. Riyad, c'est d'autres personnes. Et donc. D'autres personnes, la famille du président? Oui, il y a une partie de la sécurité. Oui, des membres de la famille qui sont là autour de lui, mais on n'a pas les informations médicales, on n'a pas les informations précises pour pouvoir en parler. La conférence de presse étant planifiée, je tiens cette conférence de presse et je parle que des résultats du deuxième tour, puisque on n'a pas d'accord là-dessus. Et puis quelques heures, quelques jours après, je vois que ça monte, donc moi je fais mon travail de communicant. Je dis il faut vraiment dire quelque chose de très clair, parce que sinon la rumeur va enfler. Et donc c'est comme ça que je fais ma prise je fais cette déclaration de presse. Cette fois-ci, pourquoi? Parce que entre-temps, j'ai eu le médecin qui me dit non, mais attendez, ce type de malaise. Je dis mais lequel? Il dit non, mais en tout cas, ça peut pas être une fatigue légère. Donc c'est quelque chose d'un peu plus important. Donc voilà. Et donc du coup, je passe à fatigue sévère. Voilà. Et donc tout ça, vous savez, c'est très codifié. C'est pas juste je suis là tout seul, je fais mon petit communiqué et puis tout le monde découvre. Il fallait que ce soit validé. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est validé par un certain nombre de personnes dans haut de l'appareil d'État. Ça paraît évident. Je fais pas les conférences de presse dans ma chambre. Je fais la présidence de la République. Donc tout le monde sait exactement ce que je vais dire au mot près. Et c'est validé. Avant que je le dise, c'est validé. Ok. Mais on voit votre grande qualité, vraiment sans flagornerie aucune. On voit que vous êtes très bon dans ce que vous faites. Mais lorsque vous venez déjà... Quand on sort de l'élection présidentielle 2016, quand on voit le rejet qu'il y avait pu y avoir, par exemple, de la présidence du président Ali Bongo, ce malaise se produit. On nous parle au départ de fatigue légère, puis de fatigue sévère. Vous n'avez pas eu la crainte d'inquiéter parce que justement, ça commençait à monter. Les gens ont tout de suite eu l'impression qu'il y avait un mensonge d'État qui était en train de se dérouler sous nos yeux. J'entends et je comprends qu'il n'y ait pas la possibilité, vous tout seul, d'appliquer peut-être une communication cette fois vraiment de crise avec un déroulement et des mots qui soient mieux choisis. Avec du recul, vous vous en rendez compte? Au lieu de rassurer, ça a plutôt inquiété? Je pense que encore une fois, on regarde la situation d'hier avec les yeux d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À l'évidence, la formule était peut-être pas la mieux adaptée, mais c'était la seule formule que je pouvais utiliser avec les informations dont je disposais. Ça, c'est un. Deux, on parle de mensonge d'État. Sur quel aspect j'ai menti? Si on m'avait dit que j'ai dit que le président est vivant alors qu'il était mort, j'aurais dit oui. Et je serais venu, j'aurais dit, j'ai dit n'importe quoi. Mais ce que j'ai dit n'était pas du tout faux. J'ai dit, c'était peut-être une formule peut-être trop vague. Personne ne peut dire que c'était faux. La preuve, encore aujourd'hui, l'intéressé est vivant. Donc, il n'y a pas de mensonge d'État. Non. Vraiment. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Oui. Maintenant, encore une fois, il s'agit de la santé d'un chef d'État. Donc, la santé d'un chef d'État, je suis pas... C'est très sensible. Bien sûr. Oui. On ne dit pas ce qu'on veut. Donc, bien sûr que peut-être que ça fait pas plaisir. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait dire au médecin de François Mitterrand pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu annoncer qu'il avait un cancer? C'était une autre époque. Merci. Mais quelques années plus tard, nous, on est dans une configuration qui est celle que je viens de vous décrire, avec les éléments que je viens de vous décrire. Je ne me défausse pas. Je dis, je prends la responsabilité qui est la mienne, c'était celle d'avoir utilisé cette formule. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent penser qu'elle était maladroite, et c'est le cas peut-être, puisque je vois les réactions. Ok, je m'en excuse, j'en ai déjà parlé, j'ai pas de souci avec ça. Simplement, je ne pouvais pas faire autre chose, dire autre chose à ce moment-là. Si j'avais eu un bulletin médical, je l'aurais fait. D'ailleurs, 2 jours après, je refais une déclaration de presse où cette fois-ci, je rentre dans le plus de détails. Pourquoi? Parce que les médecins ont donné plus de détails. Et à ce moment-là, je suis en capacité de corriger. Mais je ne peux pas dire autre chose que ça. Parce que si je n'avais rien dit,
Et si la présidence n'avait rien dit, qu'est-ce qui se serait passé? Les rumeurs seraient allées encore plus Crescendo. crescendo. Et ça aurait créé un état de crise. Vous le dites vous-même, la situation à ce moment-là du pays est très fragile. Elle est vraiment très fragile. Moi, j'ai pris mes responsabilités. À cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont battues pour venir prendre la parole. Hein? Mais Monsieur Ngoni, vraiment sur le principe, je partage parfaitement ce que vous dites. Quand je parle de mensonge d'État, je ne dis pas que c'est un mensonge que vous avez fait vous, à titre personnel, pas du tout. C'est dans le sens d'avoir à dire une situation s'est produite, la situation, et je l'entends, la santé d'un chef d'État, et quand on voit les répercussions que ça a pu avoir, par exemple le coup d'État qui a eu lieu quelques mois plus tard. Chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba, en mettant en scène un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Face à toutes ces manœuvres de manipulation et de théâtralisation et devant le blocage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics qu'elle entraîne, à l'heure des défis mondiaux, le spectacle désolant de ce discours de Nouvel An à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Plus tard, il peut y avoir énormément de conséquences d'incidence d'une communication qui est faite par rapport à un État comme celui-là. J'entends parfaitement qu'il y a énormément de décideurs qui sont là en prise, que ce soit la famille, que ce soit certains sécurocrates, que ce soit certains institutionnels, et vous avez une marge de manœuvre qui doit être assez restreinte, assez contraignante. Donc sur le principe, aucun problème. Votre retour d'expérience, par exemple, sur cet événement serait lequel ? C'est vrai que quand on connaît la fin du film, on peut toujours se reposer des questions sur les principales péripéties du film. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, oui, si vous me dites qu'aujourd'hui la formule n'était pas la bonne, bah, bien sûr que si vous me posez la question, si c'était à refaire, je trouverais une autre formule. Mais je tiens à redire que j'ai aussi, parce qu'il faut la réécouter cette déclaration, je redis un fait, il y a eu un malaise, je le dis. Je dis où le président est hospitalisé, c'est vrai. Je dis également qu'il a été pris en charge par des médecins, c'est vrai. La seule chose, c'est, je dis que c'est sûrement dû à une fatigue sévère. Donc ce n'est que sur cette petite partie, et vraiment, je compte sur vous qui êtes très précis et très tatillon pour reprendre la déclaration, et vous ne voyez que vous ne parlez que de cette petite formule-là. Mesdames et messieurs, la présidence de la République informe officiellement les Gabonaises et Gabonais de ce que son Excellence, le président de la République Ali Bongo Ondimba, a eu un malaise mercredi 24 octobre 2018 lors de son séjour à Riyad, en Arabie Saoudite, où il prenait part au Davos du désert aux côtés de plusieurs hauts responsables du pays et de dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique. Immédiatement, le président de la République a été admis à l'hôpital du roi Faisal pour y subir des examens médicaux. Les médecins qui l'ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère due à une très forte activité ces derniers mois, tant sur le front diplomatique que sur le chantier des réformes intérieures. Suite à ce diagnostic, ces médecins ont prescrit à son Excellence Monsieur le Président de la République un repos médical. Son Excellence Monsieur le Président de la République va mieux et se repose en ce moment même à l'hôpital du roi Faisal à Riyad, entouré de sa famille et de certains de ses collaborateurs. Et sur les causes, bien évidemment, peut-être que, et encore une fois, je vous dis que je n'avais pas d'autres informations que celles-là. Ces informations, je les ai eues après 24 heures, 48 heures. Et j'ai refait une déclaration pour préciser cela. Donc, si c'était à refaire, et Dieu seul sait à quel point je ne souhaite à personne de revivre ce type d'expérience, bien évidemment, maintenant que je sais, que je connais l'impact que vous dites négatif, mais moi je suis pas convaincu de ça. Pourquoi ? Parce que je suis pas sûr que sur cette période-là, c'est ce que tout le monde ait retenu. Il y a eu derrière un certain nombre de personnes qui sont venues confirmer que le président était en vie. Ils l'ont revu dans un laps de temps qui est
qui était quand même relativement court par rapport à ce qu'il a vécu. Donc non, il n'y a pas eu de mensonge d'État. Il y a sûrement une maladresse de ma part sur la formule. Ok, je le concède publiquement. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, si vous me dites aujourd'hui, est-ce que tu aurais pu trouver une meilleure formule? Oui. Monsieur Moni, il y a eu mensonge d'État. On ne nous a pas dit que le président était victime d'un accident vasculaire cérébral. Vous l'avez expliqué, on comprend c'était quoi les tenants. Mais je n'ai pas dit, j'ai pas dit qu'il avait l'appendicite, j'ai pas dit qu'il avait mal au dos. Oui, je n'ai pas dit ce qu'il avait. J'ai dit qu'il a eu un malaise. Et ce n'est vraiment. Vous pouvez nous dire que vous pouvez me reprocher de ne pas avoir prononcé le mot accident vasculaire cérébral. Mais je n'ai pas dit, je n'ai pas sorti une maladie diplomatique, je n'ai pas invoqué autre chose pour tromper les Gabonais, c'est faux. Mais le mot malaise précis figure bien au sein de la communication. C'est votre avis. J'entends ce que vous me dites. Mais quand je dis mensonge d'État, ce n'est que vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard, on accepte de communiquer sur le fait que oui, c'était bien un AVC. Ça, c'est encore très factuel, mais on va pas rester bloqué dessus. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Lorsqu'il y a la tentative du coup d'État fait par le lieutenant Kelly Ondo et d'autres membres de la garde républicaine, que plusieurs sécurocrates sont mutés, dont Frédéric Bongo. Le président de la République a une présence un peu plus soutenue à Libreville. Vous a-t-on demandé justement d'encadrer au niveau communication tous ces éléments? Vous évoquez plusieurs choses. D'abord, quand la tentative de coup d'État du lieutenant Kelly Ondo se déroule, je suis au Maroc. Je suis au Maroc parce que le président est au Maroc en convalescence. Donc je ne l'ai pas vécu en étant ici à Libreville. J'étais à Rabat. Donc je l'apprends par les informations internationales. Voilà. Donc je ne le sais pas autrement que comme ça. Après, vous me posez la question sur la façon dont ça a été géré. On a essayé, en tout cas, on a essayé de montrer un président qui est toujours, même s'il est diminué physiquement, il est capable de parler, il est capable de tenir une réunion et il est capable d'assumer les charges liées à sa fonction. Donc, on a juste voulu traduire ça, mettre des images sur ça pour lutter contre cette rumeur qui voulait qu'il n'était pas apte. Donc ça a été très clairement fait. Donc il y avait Conseil des ministres, il y avait des audiences et quand les uns et les autres disaient que mais non, c'est pas le président, il peut pas parler et tout ça, eh bien j'ai fait ce que tout bon communicant ferait. J'ai apporté un démenti par l'image en mettant du son sur les audiences. Parce que ceux qui regardent un petit peu, je parle un peu technique, mais aujourd'hui, toutes les audiences du président de la République et même des ministres, vous les entendez jamais parler. Vous voyez le visage et puis après, vous avez une voix off et puis vous avez l'interview en sortie d'audience. Mais moi, j'ai remis le son pendant que le président est en train d'échanger avec les interlocuteurs sur son audience, sur l'audience. Donc tout ça pour montrer et apporter la preuve que le président était en capacité d'assumer les fonctions exécutives qui lui étaient dévolues par la Constitution. Donc, mon travail, c'était celui-là, et j'ai essayé de faire le job dans les conditions qui étaient là, avec une vague, un tsunami de rumeurs qui déferlait en permanence. Et voilà, donc je l'ai traité de cette façon-là avec les équipes. Il y a des choses assez simples, faire en sorte que les ambassadeurs du P5, ce qu'on appelle les P5, c'est-à-dire les 5 pays qui ont le droit de veto aux Nations Unies, rencontrent le président de la République, puissent échanger et puissent faire leur rapport à leur chancellerie. C'est aussi une manière de traiter ça. Il y a beaucoup d'aspects, hein, je ne veux pas être trop technique, mais il y a des façons de traiter ça. Donc, on l'a fait. Donc, vous aviez évoqué justement le fait que Brice Lagruche-Alianga ait été nommé à un ministère qui n'existait pas, limite sans portefeuille ou sans attribution réelle. Comment l'avez-vous vécu? Avez-vous eu le sentiment qu'il y avait peut-être un boulet qui allait vous emporter, vous tous? Quel a été votre sentiment au tout début de cette descente aux enfers? Bon, toute honnêteté, beaucoup d'incrédulité, parce que vous y croyez pas. Vous n'y croyez pas au départ. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites c'est pas possible.
tout ce qu'on a traversé, tout ce que l'on a fait, totalement honnête avec vous. On se dit quand même, ce serait quand même le summum de l'ingratitude, quoi. Vraiment. Je le dis comme je le pense, hein. C'est pas possible avec tout ce qu'on a fait, la loyauté dont on a fait preuve, ça peut pas se terminer comme ça. Vraiment, c'est le comble de l'ingratitude. Lorsque Brice Lacruche est nommé au gouvernement, bon, on comprend que c'est la fin d'une période, c'est clair. Hein, pas besoin, faut pas être naïf non plus. On se dit que ça va pas aller trop loin. Hein, on se dit que bon, personne ne peut envisager que ça va se terminer à la prison centrale de Gros-Bouquet. Moi, j'y crois pas. Jusqu'au bout, on se dit non, ils vont pas aller jusque-là, ils vont pas aller jusque-là. Et ben, faut croire qu'ils ont pu. Mais Monsieur Ngoni, en toute transparence, et là vraiment j'appelle à la franchise que vous avez depuis le début de cet entretien. Mais lorsque Brice Lacruche Alianga fait sa tournée républicaine à travers tout le pays où il se dit être vous aviez inventé un terme, celui qui porte la parole du distingué camarade, ou je me rappelle plus du vocable. C'est le messager intime. Le messager intime du distingué camarade, et qu'il est reçu quasiment dans toutes les provinces, tapis rouge, les autorités locales qui le reçoivent comme si c'était un institutionnel, comme s'il avait été Premier ministre, vice-président ou président de la République lui-même. Quel était le but de cette tournée républicaine? Et c'est ça, de ce que je sais, qui a inquiété la famille du président et qui a donné l'impression que vous étiez peut-être en train de vouloir fomenter un coup d'État. Merci de me poser la question parce que ça va me permettre de répondre dans les détails à ça. C'est de la falsification de l'histoire. Je vous explique pourquoi. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Cet été-là, le directeur de cabinet échange avec le président de la République, la première dame, sur le fait que le président a été longtemps absent pour des raisons de santé, hein, puisqu'il faisait sa convalescence en réalité à Londres à cette période-là et plus au Maroc du tout. Ce qu'il expliquait, c'est que il était absent pendant en gros 2-3 semaines à chaque fois pour ses soins. La question qui s'est posée pendant ce temps-là, c'était au départ, l'idée c'était d'aller visiter les différents palais présidentiels parce qu'il y avait des problèmes sur la réfection. Et donc on a commencé par aller à Tchibanga pour voir le palais présidentiel de la Nyanga. Et tout cela était validé, j'insiste là-dessus, à la fois par le président de la République, par la première dame, le fils du président devait même participer à ces visites. C'est absolument faux de dire qu'il y avait quelque chose autour de ça. C'était ça au départ. Et après, à partir de l'étape de l'embarrainé, je me rappelle encore de cet échange du directeur de cabinet, parce que en fait, si vous regardez bien, Tchibanga, il n'y a pas tant de monde que ça. Après, il y a une réunion, mais parce que les notables veulent aussi être rassurés. Donc l'idée aussi, c'était de porter le message pour dire que le président va bien et de continuer à rassurer, parce que la rumeur était là, lancinante, hein, qui continuait à se propager. D'avoir le directeur du cabinet qui venait physiquement pour pouvoir redire ça, c'était important. Ensuite, pour être totalement précis, on va à l'étape de l'embarrainé. À l'étape de l'embarrainé, qu'est-ce qui se passe? La conversation qui m'a été relatée par le directeur de cabinet. Il me dit, j'ai eu la première dame au téléphone, elle trouve que il y a vraiment, pourquoi est-ce que les gens ne vous accueillent pas mieux que ça? Vous venez quand même de la part du président pour leur porter un message. Je fais une petite digression parce que la formule messager intime, ce n'est pas une formule de moi, ce n'est même pas une formule de Brice Lacruche Alianga. Il faut redonner la paternité de cette formule. Elle est de Franck Guéma. C'est lui qui l'a inventé et qui s'en est servi dans sa communication. Ça n'a jamais été le positionnement. Et d'ailleurs, à chacune des étapes, Brice Lacruche ne parle jamais de lui. Il dit simplement, le président va bien, le président souhaite que vous travailliez tous ensemble, le président souhaite que vous occupiez des populations et que vous fassiez ce pourquoi vous avez été élu et représenté. Reprenez bien toutes les vidéos. Il n'y a aucune vidéo où le président ou le directeur de cabinet parle de lui en dehors de parler du président. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bien évidemment, vous savez, il y a toujours des gens qui font du zèle autour de vous. Et je me rappelle, parce que ça, c'était un incident, il y a eu des gens qui ont voulu faire des affiches de Brice Lacruche. J'ai fait enlever ces affiches en disant, il ne s'agit pas du tout d'une tournée politique ou quoi que ce soit. Il s'agit de venir voir un certain nombre d'infrastructures
et de rassurer la population sur le fait que le président était toujours en charge et qu'il leur passait un message. Donc, tout ce qui a été dit après, ça a été pour justifier l'injustifiable, en réalité, donner un contenu à tout ça. Mieux, je me rappelle, en plein milieu de cette tournée, comme vous dites, on part à Londres. Cette fois-ci, j'y suis, donc je peux en parler. Je suis là, on est à Londres, il y a le directeur de cabinet, il y a moi, il y a la première dame, il y a le président, et on fait le point sur la tournée. Et donc le directeur de cabinet dit où est-ce que vous voulez que j'aille, et le président et la première dame disent il faut que vous alliez dans tel endroit, tel endroit. Et c'est à ce moment-là qu'est décidé le meeting de Nzayong. Et il est même décidé à ce moment-là de la couleur des vêtements qu'aurait le président. Je suis là. C'est donc, encore une fois, là, vous pouvez parler de mensonge d'État. Oui. Puisque ça a été refait. Mieux, j'ai même entendu, je ne sais plus quel homme politique est venu dire que non, le président de la République n'était même pas informé de ce meeting. Je dis, mais enfin. Et donc, il serait venu avec sa femme, avec la moitié du gouvernement, à ce meeting qu'il aurait forcé. Donc, vous voyez que tout ça ne tient pas. Et ça encore, c'est une construction a posteriori pour valider, pour donner du contenu au fait que on va embastiller ce groupe-là. Il faut bien qu'on donne une raison à la population. Il faut bien qu'on explique qu'il y avait un complot, vous savez, de manière factuelle. Aujourd'hui, aucun de tous ceux qui sont venus n'ont été accusés de complot ou de je sais pas quoi, d'atteinte à la sûreté. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait pas. Il n'y en avait pas plus qu'il y a eu de détournement de deniers publics, pas plus qu'il y a eu... tout ça est une construction. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, oui, au Gabon, on sait faire de la fumée sans feu. On sait le faire. Mais monsieur et on l'a fait. Oui. Monsieur Moni, avec tout le respect et la considération que je peux avoir pour vous, en fait, vous avez été emporté par vos propres turpitudes. À l'époque, à ce moment-là, le Premier ministre était Julien Kogué-Bekele. Oui. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Julien Kogué-Bekele qui a fait justement le tour du pays pour pouvoir rassurer les populations sur l'état de santé du président? À la présidence, quand même, il y a des intendants qui s'occupe de l'entretien des palais présidentiels. S'il y avait le besoin d'avoir à s'enquérir de l'état d'entretien des palais présidentiels, d'autres canaux qui auraient pu être utilisés. Vous vous êtes mis en lumière. La GEV a été une espèce de pieuvre qui plaçait la plupart des hauts commis de l'État à tous les postes importants de la République. Et donc, vous étiez en position d'inquiéter certains, dont la famille du président, ont vu que vous preniez énormément de place, sont inquiétés et donc vous ont peut-être accusé de tous les péchés d'Israël pour pouvoir se débarrasser de vous. Vous allez peut-être réutiliser encore votre expression à la fin du film, on peut reparler des principales péripéties, mais je crois que le sous-texte, la vraie raison est celle-là. Ok, il n'y a peut-être pas eu de détournement de fonds. Vous aviez des moyens importants. Beaucoup de gens se demandaient d'où provenaient tous ces fonds. Je ne vais pas reprendre une formule, je vais essayer d'innover. Je pense qu'il y a eu une gigantesque opération d'intoxication. Et ce que vous dites là en est le résultat. C'est-à-dire que ça a tellement bien marché. C'est en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Quand vous me dites, oui, il y avait de l'intendance et tout ça, la réalité, c'est quoi? À cette période-là, tout le monde savait très bien que le principal collaborateur du président de la République, c'était le directeur de cabinet. S'il y a quelqu'un dans ce pays qui vous dit que c'est faux, c'est que vraiment, il est en train de vous mentir et de vous balader. Tout le monde savait que la personne qui était en capacité de vous donner la bonne météo sur la situation du président, en dehors de l'épouse du président, c'était le directeur de cabinet. Et c'est pour ça que moi je vous dis, je suis totalement transparent. J'aime bien quand vous dites ça, parce que non, je ne veux pas faire d'insulte à votre intelligence et je pense que toutes les personnes sont là pour en parler, y compris ceux que vous citez, mais tout le monde savait que la parole qui comptait pour rassurer les Gabonais sur la situation et sur la santé du président, c'était celle du directeur de cabinet. Maintenant, on peut dire, oui, non, mais d'accord, par rapport au texte, en théorie, oui, mais en théorie, Libreville ressemblerait à Paris. Dans la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai de dire que la GEV était une pieuvre. Non, non. Ah bon? Non, je vous dis non. Est-ce que vous avez déjà fait le travail? Moi, je vous invite à le faire. Combien de personnes ont été nommées à des postes de responsabilité sur l'ensemble des postes qui peuvent exister et qui appartenaient à la GEV sur cette période-là? Pourquoi? Parce que pour des besoins de dramaturgie, ça fait bien de dire qu'il y avait une pieuvre, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Non, je suis désolé.
Il y a des gens qui sont restés là pendant 14 ans, pendant 20 ans. On n'en parle pas parce que il y a eu 6, 7, 8 maximum personnes qui ont occupé des responsabilités pendant maximum 18 mois. Vous parlez de pieuvre. Excusez-moi, si c'est pas de l'exagération journalistique, je sais pas ce que c'est. Moi, je suis obligé de m'inscrire en faux. Vous m'avez demandé de tenir un discours de vérité. Je vous tiens un discours de vérité et je vous dis ce que j'ai dans les tripes. Il n'y a pas plus faux. C'est pour ça que cette interview, elle est très intéressante et c'est bien que vous posiez ces questions-là. Vous avez cette conviction. Moi, je vous dis que ce que vous dites est faux et ce qu'on vous a dit est faux. Maintenant, vous dites, non, mais tous ces fonds, combien? Moi, j'ai été interrogé, j'ai répondu, d'accord? De quoi on parle? De quoi on parle? De combien nous parlons exactement? Parce que, vous savez, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ma position, j'ai vu un certain nombre de choses. Mais ça ne correspond pas à ce que vous décrivez. Mais je vous assure que ce n'est qu'un mensonge. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans une logique ad hominem pour dire tel avait ci, tel avait ça, tel avait ci, tel... Quel intérêt? Aujourd'hui, ce qui intéresse les Gabonais, c'est que vous êtes venus avec vos questions, je suis venu avec mes réponses. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce que beaucoup de gens croient est faux. Monsieur Moni, on ne va pas faire un espèce de non, duel non, de non, mais c'est bon enfant, hein, j'ai pas de souci. Justement, et le but là est d'échanger. Donc sur le principe, aucun problème. Vous avez dit vous-même, le principal collaborateur du chef de l'État en République gabonaise à votre époque, c'était le directeur de cabinet. À certaines directions d'administration, certains postes très stratégiques qui ont été faits en votre temps, beaucoup de gens, du fait de son positionnement, l'ont approché. Il a statué ou pas sur avoir à les mettre en salle ou pas. On parlait tout à l'heure, par exemple, de Franck Guéman. Non, attention, non. Et je vais vous dire pourquoi. Vous faites comme si le processus de nomination à des fonctions importantes était comme une espèce de loterie, on prend des noms et on les met. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Ça obéit aussi à une répartition, à des équilibres. Et il y a plusieurs personnes qui entrent en ligne de compte au moment de proposer des noms. Et la seule personne qui, in fine, valide, c'est le président de la République. Il y a des personnes qui proposent à d'autres postes. Le directeur de cabinet, qu'est-ce qu'il fait? Il centralise. Quand on lui demande son avis, il donne son avis. Quand il y a des profils sur lesquels on l'interroge, on lui demande, mais est-ce que tu peux trouver telle personne? Il va proposer quelqu'un. La particularité de la nomination, c'est que c'est la cooptation. Comment vous faites pour nommer et coopter quelqu'un que vous connaissez pas? Moi, je ne sais pas faire ça. Pour engager quelqu'un sur des responsabilités, vous engagez aussi un peu de votre crédibilité. Et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est porté garant pour eux, pour leur efficacité. Ce que vous me dites là, pour Brice Lacruche, est donc valable pour toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, ont détenu des responsabilités. Et ce procès, on va éviter de parler de procès, mais ce développement que vous faites, vous pourriez le faire à l'infini. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a là rien de fantastique. Vous pourrez répéter 1000 fois que tel avait tant de pouvoir. J'ai envie de vous dire, oui, il avait du pouvoir, mais il n'avait pas tous les pouvoirs. Bon, parce que là, ça donne l'impression que je suis un peu l'avocat, mais moi, je suis obligé de vous dire la vérité. Le mensonge qui a été 1000 fois répété est devenu pour beaucoup une vérité. Et je le regrette et je le déplore parce que je vois que toutes ces années après, c'est toujours très présent. Et donc, l'intoxication a bien marché. Donc, lorsque vous vous retrouvez à la prison centrale de Libreville, pour vous, c'était totalement irréel. Lorsque ça se fait, comment ces moments, vous avez pu les vivre? On comprend humainement que ça a dû être un déchirement personnellement, mais même pour vos familles et surtout d'avoir le sentiment de rentrer dans un tunnel dont on ne voit pas le bout. Toute sincérité. Bah, écoutez, au début, c'est la sidération. C'est la sidération totale. Vous y croyez pas. Très rapidement, vous passez, vous êtes dans une espèce de tunnel obscur où vous essayez de comprendre. Vous repassez le film dans vos têtes en disant mais à quel moment ça a déraillé? Et donc beaucoup de sidération, beaucoup d'incompréhension. Vous comprenez pas pourquoi est-ce que on en est là, pourquoi est-ce que tout ça est arrivé. Vous parlez après des relations. Mais il faut savoir que pendant, en tout cas pour ma part, passer 2 ans et demi à l'isolement. À l'isolement, c'est vous êtes tout seul dans une cellule de à peu près 7-8 mètres carrés. Il n'y a pas de télé, vous dormez avec un matelas qui est à même le sol, des toilettes turques, et on ouvre la porte une fois pour vous donner à manger à midi et on la referme. Et ça a été comme ça pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous n'aviez pas droit à une balade dans la cour. C'était vraiment totalement à l'isolement. Je vous ai dit 2 ans et demi à l'isolement. Et comment ne pas devenir fou? C'est une bonne question. Et pour ça, je peux vous dire que la seule réponse que j'ai pu apporter, c'est que parce que Dieu veille. Et parce que Dieu a veillé sur nous. 2 ou 3 semaines avant que je sois renvoyé dans la grande détention, on nous a permis 1 heure par semaine. Moi, c'était le lundi. 1 heure. Et on ne doit pas se croiser. Hein. Pendant le Covid, pendant 1 an et demi, on n'avait pas de visite de nos parents. Et nos visites, c'était quoi? C'était 5 minutes. Et avec une personne en plein milieu juste pour écouter tout ce qu'on se dit au cas où on se dirait quelque chose. Donc c'est ça la réalité.
de ce que l'on a vécu. C'était pas la fête au village. Donc on a passé 2 ans et demi. Après, moi j'ai passé 2 ans en grande détention, où là, bien sûr, là il y avait d'autres détenus. J'ai passé 1 mois en Chine, le plus grand quartier de la prison. Votre famille avait le droit de vous apporter à manger ou c'est de la nourriture de la prison qu'on sait très sommaire et quelquefois un peu infeste? Pour le quotidien, ça se passait comment? Quand on sait par exemple les risques de sécurité qu'il peut y avoir, quand on sait qu'il y a une surpopulation carcérale, une fois que vous étiez justement en grande détention, pour pouvoir dormir, ne serait-ce que la nuit sans faire le tour, parce qu'il paraît que quelquefois vous n'avez le droit de dormir que quelques heures pour permettre à d'autres de dormir aussi. Ça se passe comment? Bah, écoutez, moi, j'ai jamais eu à vivre de violence parmi les co-détenus et donc j'ai pas envie de mentir en me racontant tout cela. Ce qui est vrai, les gens sont comme partout. À partir du moment où vous vous mettez à leur hauteur et que vous faites preuve d'humilité et que vous êtes normal, ils vous traitent normalement. Et là-bas aussi, moi en tout cas, m'ont traité normalement. Je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais été menacé par un co-détenu. On discutait, on échangeait. Avec eux, surtout, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Je n'ai pas vécu ça quand j'étais en Chine. Ah oui, il y a les conditions de la Chine, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes de promiscuité. J'ai pas envie de me plaindre. J'avais un espace, j'avais un lit. Je dormais à côté du chef de quartier. Après, j'ai été dans ce qu'on appelle un quartier de fonctionnaires, où là, on était une dizaine dans ce quartier-là, et il n'y avait pas de problème de sécurité. Ok. Et pendant cette détention, vous étiez extrait pour pouvoir être interrogé par les services judiciaires ou par les services de sécurité. On vous demande de vous trahir les uns les autres. Il y a des interrogatoires, oui. Il y a beaucoup d'interrogatoires. De la C'est vrai. torture ou non? Moi, je n'en ai pas subi physiquement. Je n'ai pas été torturé physiquement. Maintenant, c'est une pression psychologique très forte. Des menaces? Comment? Des menaces? Bah, en tout cas, on vous dit ce qui va se passer si vous collaborez pas. Après, c'est difficile d'inventer des choses que vous ne connaissez pas. Sans Vous vouloir dites que trahir vous- de secret, vous aviez le sentiment qu'on souhaitait peut-être charger Brice Akruch Alianga? Oh, je pense que si. Comment ça, pas spécialement. Bien sûr, c'était un des axes. La réalité, c'est qu'ils vont à la pêche aux informations. Ils disent une chose pour essayer de vous faire en sorte que vous incriminez une autre, pour que ça ouvre un nouveau pan, parce que vous, en donnant des éléments pour incriminer l'autre, ben vous alimentez le dossier d'une autre personne. Donc c'est toujours un peu ce jeu-là. Donc c'est une pression psychologique, c'est une sorte d'interrogatoire permanent. Donc on revient, on fait, on revient, on fait. C'était comme ça. Pendant son procès, Patrice Tanassa, l'ancien patron de Gabon Oil Company, la GOC, a fait certaines révélations. Avez-vous eu à un moment donné ce petit dilemme d'avoir à se dire si là je dis exactement ce qui s'était produit, par exemple, je vais incriminer certaines personnes qui sont aujourd'hui responsables de notre enfermement et donc je risque peut-être d'alourdir ma peine. Dans quel état d'esprit avez-vous pu être? Parce que vous avez été jugé et vous avez été condamné, sauf erreur de ma part. C'est quasiment impossible d'être cohérent en racontant des mensonges. Donc moi, le parti que j'avais pris, c'était de dire la vérité. Et la seule chose que j'ai pu dire, c'est vous qui posez les questions, donc choisissez bien les questions. Mais j'y répondrai en toute franchise et en toute sincérité. Donc c'est ce que j'ai fait. L'objectif n'était pas d'être dans une espèce de foire aux révélations ou quoi que ce soit. Même si ceux qui nous ont envoyés là-bas n'avaient plus de considération pour ce que représentait l'État, ce que représentait une institution comme la présidence de la République, j'ai essayé de faire en sorte de continuer de respecter cette institution. En ne racontant pas n'importe quoi. J'ai expliqué que quand il y a des choses qui ne me ressemblaient pas, bah, je disais non. Et qu'il y avait des choses que j'ai fait en conscience et qu'à aucun moment, je n'ai fait quoi que ce soit de répréhensible, ni pour la morale, ni vis-à-vis de la loi. Mon objectif n'était pas d'être dans une logique de vengeance, une logique d'attaque personnelle pour essayer de me défouler. Non. Non. Après ces conditions de détention que vous relatez là, quelle est votre appréciation de la détention de Noureddine Bongo-Valentin et de l'ex-première dame Sylvia Bongo-Ondimba, dont les avocats disent que leur détention est très difficile, voire même qu'ils ne valorisent pas notre humanité et des tortures qu'ils auraient subies. Avec du recul, qu'est-ce que vous avez à en dire? Et moi, ma position, elle est simple. C'est triste. D'abord, c'est triste. Quelle ironie. Quelle ironie, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut le dire tout de suite, tout le monde a droit à des conditions de détention humaines, normales, avoir accès à des soins médicaux quand il en a besoin, avoir accès à son avocat, ne pas être torturé, ne pas être mis sous pression, qu'il n'y ait pas d'actions qui soient en dehors de la loi.
Ça, il faut le dire, et c'est valable pour tout le monde. Pourquoi? Parce que si on ne le dit pas, et si on valide ça, ça veut dire que demain, d'autres personnes peuvent subir ça. Et ça, c'est juste inacceptable, c'est pas possible. Quelle que soit la personne. Maintenant, quand je dis c'est une ironie, parce que voilà quand même des personnes dont on nous dit, nous on était quand même là-bas, et dont on nous dit qu'elles jubilaient de savoir les conditions dans lesquelles nous étions, que ça leur faisait plaisir que nous souffrions, que ça leur faisait plaisir que nos familles soient mises en difficulté, que certaines soient bousculées. Donc c'est une ironie terrible. Et encore une fois, j'ai dit, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Et je vous le dis, ils ne sont pas mes ennemis. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de colère. Dieu a fait ce travail en moi pour me permettre de passer au-dessus de ça. Bah, si c'était mon destin de passer par là, je suis passé par là. Maintenant, tout cela est derrière moi. Lorsque le coup d'État du 30 août 2023 a lieu, quelques mois plus tard, on vous annonce peut-être que vous allez être libéré. Pouvez-vous nous relater un peu la petite histoire qui a mené à votre libération? Bah, moi, c'est simple, hein, je l'ai appris le jour même. Donc, je ne peux pas vous dire de petite histoire. On ne vous a pas dit, par exemple, que le processus était lancé, que vous alliez sortir? Non. Le directeur de la prison m'a appelé. Il m'a dit, va prendre tes affaires, tu pars. Je suis reparti. J'étais accompagné des agents de la sécurité pénitentiaire. Et puis, je suis sorti et puis je suis parti. Vos familles ne vous disaient pas qu'il y a des bruits de couloir, que vous alliez peut-être être concerné également? Non, absolument rien. Ça a été une surprise totale. Ah oui, parce que bon, déjà, il n'y avait pas d'information. Tout le monde a été surpris. Maintenant, il y avait de l'espoir. À partir du moment où certains sont sortis, donc, eh bien, on se disait, peut-être que moi aussi. Voilà. Donc, tous les jours, vous priez et vous espérez. Depuis votre sortie de détention, vous l'avez évoqué en début d'entretien, vous avez pris le temps, effectivement, d'avoir à panser vos plaies, vous avez accordé du temps à votre famille, etc. Et puis, je suppose, le temps aussi d'avoir à se reconstruire, parce qu'après des événements comme ceux-là, personne n'en sort indemne. Là, aujourd'hui, vous recommencez à communiquer. Quel est l'objectif Je réponds à vos questions. On vous en remercie. Quel est l'objectif que vous souhaitez viser? Vous avez lancé un parti politique. Qu'est-ce que Ike Ngoni souhaite aujourd'hui faire? Je pense que avec ma petite expérience, mon vécu, et avec ce que j'observe depuis toutes ces années au Gabon, je pense que tout n'a pas été tenté et qu'il y a des choses encore à proposer pour réformer notre pays. Hein, vous savez, je pense souvent à la formule du Premier ministre anglais d'Israël, conserver ce qui vaut, réformer ce qu'il faut. Et je pense que notre pays a besoin de ça, un certain nombre conserver un certain nombre de valeurs, de traditions, ce qui fait qu'on est nous, ce qui fait notre identité. Et puis en même temps, il y a des réformes urgentes à apporter. Pourquoi? Parce que le train de l'histoire ne s'arrête pas et le progrès, il est nécessaire et utile pour chacun. Aujourd'hui, on voit bien que il y a des urgences dans tous les domaines. Il y a des mesures à prendre très fortes pour la jeunesse, pour l'emploi, pour le développement durable. Il y a aussi des réformes à apporter dans le domaine de l'économie. Il y a aussi des réformes à apporter sur la façon dont on planifie notre développement aussi. Donc, il y a des chantiers partout. Il y a des chantiers partout. Et moi, j'ai envie de prendre ma part. J'ai envie de prendre ma part dans ce travail de rénovation, de refonte, de réforme. Et j'essaie de le faire et je pense qu'il y a besoin de le faire aussi. Moi, j'ai choisi la politique après avoir été dans l'associatif, après avoir exercé aussi des responsabilités exécutives, d'avoir été dans l'entreprise aussi, entrepreneur, salarié. Voilà, donc j'ai envie d'apporter ça et ces quelques idées, ces quelques convictions, cet engagement, je le partage avec d'autres. Et la forme la plus adaptée, c'est le parti politique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une effervescence de la société civile, mais je pense que la forme la plus directe, une des formes, pas la seule, hein, la plus utile aussi, c'est en mettant en place des politiques publiques qui vont changer la vie des Gabonais en mieux. Donc c'est ce que je veux faire. Et pour cela, l'initiative que je propose, c'est la création d'un parti politique et surtout la mise en avant, la mise sur la place publique d'un certain nombre d'idées.
Là, par exemple, pour le scrutin présidentiel du 12 avril 2025, quelles sont les actions que vous souhaitez initier? Quel serait le camp qui irait un peu plus avec votre façon de voir? Il y a 4 candidats, vous êtes dans votre couloir et aucun des 4 ne sied à votre vision des choses. Le parti que j'ai pris, c'est de mettre en avant, de choisir d'abord les idées. Donc, quand vous me posez la question des actions à mettre en place, bah, c'est d'abord, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire échanger sur des idées, échanger sur des projets, dire quelles mesures on peut implémenter pour améliorer la vie des Gabonais et du plus grand nombre, mettre en avant l'intérêt général. Donc, c'est ça les actions que je peux mettre en place. Hein, c'est échanger, prendre la parole, le débat, la discussion, le dialogue. Voici les outils que nous avons à notre disposition. Ensuite, pour le reste, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de projet de société, je n'ai pas encore vu de programme. Donc, moi, j'essaie d'être cohérent avec l'ensemble de la démarche. Reposez-moi la question une fois que tout le monde aura proposé ses idées, ses projets. Moi, je vous l'ai dit dès le départ, je l'ai dit plusieurs fois, notre pays et la politique et notre système politique est coincé entre deux difficultés. On a le choix soit d'être dans un club de supporters, soit être dans une espèce de conglomérat de contestataires. Moi, je crois à la compétition des idées. Je crois au fait que on peut faire des majorités pour l'intérêt général autour d'un projet, qu'on peut créer des alliances qui soient transpartisanes et qui puissent apporter du progrès. Et pour cela, la base, ce sont les idées, ce sont les projets qui sont mis sur la table. Donc, discutons des idées, discutons des projets. Qu'est-ce qu'on a à proposer concrètement aux gens et les gens puissent dire, bah voilà, moi, ça me plaît ou pas. Ou j'ai fait une proposition, je suis d'accord avec toi sur ça, je suis pas d'accord sur ça, je l'aurais fait différemment. Et en fonction de ça, je me détermine. S'il y a quelqu'un qui porte des idées qui sont proches des miennes, bah, je serai cohérent et je le suivrai. Maintenant, s'il y a aucune idée qui sont mises sur la place publique et qui ne correspondent à la vision que nous partageons, mes amis et moi, eh bien, écoutez, je vais pas vous dire non, allons-y juste parce qu'il faut y aller. Voilà. Attendons d'avoir un projet, des projets de société. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont 4. On attend la diffusion des projets de société, des professions de foi, on disait, dans le temps, des programmes, des mesures, et puis après, on se déterminera en fonction. Quelle appréciation faites-vous des 18 mois de transition qui ont été menés par le général Brice Oligui Nguema? Bah, déjà, j'ai envie de dire que la tâche n'est pas facile. Pour avoir été en responsabilité, je sais qu'à ce niveau-là, il n'y a que des difficultés à résoudre. Et donc, tous ceux qui disent oui, mais non, mais il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça, moi je l'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça, eh bien, généralement, quand ils ont été en fonction, ils n'ont pas fait mieux. Et je suis pas sûr que si on les mettait tout de suite en fonction, ils arriveraient à faire beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que la difficulté, elle est là. On est obligé, pour essayer d'expliquer aux gens, de faire des raccourcis en 2 minutes, mais souvent les choses sont infiniment plus complexes. Il y a le phénomène anthropique, c'est-à-dire le fait que nous soyons des Gabonais, donc on fait les choses d'une certaine façon. Et ça aussi, c'est un élément qui constitue une difficulté supplémentaire. Aujourd'hui, porter un regard sur la transition, moi j'aime bien me dire que il faut regarder la totalité, tout ce qui a été fait. Donc, encore une fois, et c'est pas un faux fuyant, hein, parce que chacun va avoir une version. Chacun va avoir, vous savez, aujourd'hui, les hommes politiques, ils vous parlent d'articles de droit, de ci, de ça. On dirait une bataille d'avocats. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui parlent de ce qu'ils vont faire sur le terrain, ce qu'ils ont fait sur le terrain. Donc, on est soit entre acte de contrition, soit on est dans attaque ad hominem. Donc, attendons que la transition soit arrivée à son terme. J'ai entendu les gens discuter le référendum, la Constitution. Je vous ai entendu, vous, parler de la Constitution et de ce qu'elle mettrait en place, de ce qu'elle proposerait. Encore une fois, c'est un procès d'intention. Mais vous avez le droit, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat.
Et le fait même qu'il y ait le débat, c'est déjà une bonne chose. Et je pense que vraiment, il faut qu'on essaye de faire bloc autour d'un certain nombre de choses. C'est priorité aux idées, priorité aux projets, priorité aux réformes. Et après, on parlera des gens qui les mettent en œuvre. Donc vous attendez les professions de foi pour pouvoir vous Absolument. situer. Vous comptez avoir un impact, par exemple, sur les élections législatives ou locales? Vous portez candidat vous-même dans une circonscription ou pour le moment, la décision n'est pas prise? Vous aviserez ensuite. Vous savez déjà, vous êtes un fin observateur de la vie politique gabonaise, vous voyez que tout le paysage politique est en pleine recomposition. On crée des partis, on crée des mouvements un peu tous les jours aujourd'hui. Et les Gabonais, clairement, ils regardent ça le temps de l'élection, mais juste après, il y aura le temps de la gestion de la cité, le temps de la démocratie parlementaire représentative. Et là, ce sera une compétition d'idées, bâtir des majorités. Et si on veut avoir de l'impact, je pense qu'il faut pouvoir soumettre ces idées à la sanction populaire, à la sanction démocratique. Et donc, ça veut dire se présenter à des élections. On peut y aller seul, on peut faire des coalitions, mais en tous les cas, il faut pouvoir porter des idées et les mettre sur la place publique et qu'elles soient sanctionnées par le décisionnaire ultime qu'est le peuple. Quand on s'engage à faire de la politique et qu'on s'engage dans la création d'un parti politique, c'est pour soumettre ce parti politique et les idées qu'il porte à la sanction populaire. Et donc, nécessairement, chaque élection est importante. Et donc, dans ce cadre-là, oui, un parti politique a vocation à présenter des candidats. Cette idée que les partis politiques ne servent qu'une ambition personnelle, je pense que c'est une idée aussi un peu datée. Elle est rétrograde. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous ceux pour qui nous travaillons, ce sont les jeunes. Et ces jeunes-là sont dans une logique collaborative. Ils sont pas là juste le doigt sur la couture du pantalon, prêts à faire tout ce qu'on veut. Non, ils ont soif de liberté, ils ont soif d'opportunité, ils ont soif de réalisation, d'émancipation, d'autonomie. Ils n'ont pas juste besoin d'avoir un deuxième père. Ils n'ont pas juste besoin d'avoir un énième grand frère, ils n'ont pas juste besoin d'avoir un énième instituteur ou un nouveau père Fouettard. Ils ont besoin de liberté, de perspective et d'opportunité. Et je pense que c'est ça l'avenir. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais je suis convaincu que les jeunes qui vous regardent, qui nous écoutent, eh ben, ils se disent, mais ces gens-là, des fois, ils sont bloqués dans le siècle précédent. Quand est-ce qu'on change? Eh ben, je dis, changeons maintenant. Et changeons ensemble. Monsieur Moueli, je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. On était parti normalement sur un entretien de 45 minutes, 1 heure. On a largement dépassé ce délai. Je tiens vraiment à vous remercier infiniment pour le temps que vous nous avez consacré, surtout de cet échange qui pour moi a été très constructif. Je vous laisse le mot de la fin. Et moi, je voudrais simplement vous remercier et vous dire que adressons les vrais problèmes, les vrais sujets. Trouvons des solutions pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour le plus grand nombre. Pas juste pour nous, pas juste pour notre petite parentèle, pas juste pour notre petite province, pas juste pour notre petit quartier, mais pour le plus grand nombre. Si on fait ça, les questions de dévolution du pouvoir, à qui, à quoi, passeront en second plan. Trouvons des solutions. Mettons-les sur la table et une fois qu'on est en capacité, mettons-les en œuvre. Parce que ce qui nous manque souvent, c'est le passage de l'idée à l'acte. Donc, soyons dans l'action et mettons en œuvre les réformes dont nous avons besoin. Voilà. Parfait. Je me permets de vous souhaiter une excellente journée. Merci.